moi je parle du Covid-19 et diabète. Alors, est-ce qu'on a toujours, est-ce que c'est intéressant d'en parler encore aujourd'hui? On a l'impression que ça s'en va, qu'on passe le cap. Je peux vous confirmer qu'on a toujours des cas Covid, et parce qu'on parle du diabète et qu'on est dans une susceptibilité d'infection. C'est pour ça que c'est intéressant de continuer à en parler et de savoir comment faire le lien entre le diabète et l'infection Covid-19. Donc à l'international, dès les premières séries chinoises, il y a eu un constat que le diabète était présent dans la population des patients Covid hospitalisés, que ce diabète posait beaucoup de problèmes, qu'il y avait des nouveaux cas de mise à l'insuline. Et donc avec tout ça, on va discuter 3 points, si vous voulez bien. 3 points. Le premier point est bien. Donc c'est pour ça que je disais, c'était intéressant de voir quelle est la relation entre le Covid et un diabète. Que ce soit la fréquence, que ce soit la gravité, et surtout, ce que vous avez tous vu en consultation, en cabinet ou là dans les hôpitaux, c'est des nouveaux cas de diabète qui sont apparus après l'infection Covid. Donc, et à la fin, on va voir rapidement l'approche thérapeutique pour le diabète. Et donc, je présente juste pour, à titre d'exemple, le cas d'un patient qui a été hospitalisé en octobre 2020, donc c'était en pleine pandémie Covid. C'est un patient de 33 ans, diabétique, ramédiste, qui s'est présenté dans un tableau de cétose diabétique, comme vous pouvez voir, et des sensations fébriles. Alors, ce qu'on veut savoir à travers cette observation, c'est pour quelles raisons ce patient, diabétique a présenté une cétose, qu'est-ce qui a fait qu'il a une infection par le Covid-19 et pourquoi c'est aussi grave et pourquoi il a fait la cétose. Donc, c'est quel terrain de prédisposition nous avons par rapport à ça. Obésité plus diabète, c'est franchement un surrisque de faire une maladie, la maladie Covid et de contracter le SARS-CoV-2. Et nous allons voir pourquoi. Et c'est important de relativiser sur ces deux populations, c'est-à-dire les déséquilibrés et ceux qui ont des comorbidités. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une angoisse chez les diabétiques. Il y a eu une angoisse dans la population. Les gens ont frôlé les maladies psychiatriques, les gens avaient peur, et donc il y avait, c'est bien de prévenir des choses, d'être en mode prévention, mais il y a eu un moment, un débordement, et tous les diabétiques, même équilibrés, parfaitement bien gérés, avaient peur. Donc c'est le message qu'il faut passer aux malades. Donc tant que vous êtes en normoglycémie, vous êtes protégé plutôt et vous rejoignez le risque de la population générale. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un impact de l'hyperglycémie chronique sur le risque de contracter le Covid et de faire la forme grave. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi cette hyperglycémie prédispose à l'infection Covid? Recording in progress. Ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, vous avez toujours mon diaporama? Oui, professeur, oui. Alors, vous voyez que vos patients diabétiques, ils font souvent des infections, surtout chez la femme diabétique de type 2, on a des infections urinaires, très souvent, des infections urogénitales, des infections pulmonaires, beaucoup d'infections. Et nous le savons dans le monde de la diabétologie, c'est à cause du déclin de la fonction immunitaire innée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie altération de la défense immunitaire par rapport à tout, aux bactéries, aux virus, aux champignons.
On sait tous que le diabétique est immunodéprimé. On le dit, c'est la première chose qu'on apprend à l'amphi. Le diabétique est immunodéprimé. Ça veut dire que la qualité de la réaction immunitaire n'est pas là. Il y a une anomalie de recrutement des polynucléaires neutrophiles, de leur adhésion, de la phagocytose. Il y a une anomalie macrophagique et tout ça fait en sorte que l'infection Covid, elle va rejoindre les autres infections et le patient diabétique va avoir un surrisque par rapport à l'altération de l'immunité. Alors, autre chose, si la réponse immunitaire est altérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, ou le germe, ou le parasite, ou l'agent euh, infectieux va rester plus longtemps parce qu'il n'y aura pas d'élimination de l'agent pathogène et donc il y aura une réduction de la clairance et un temps de contact élevé, ce qui fait que ce virus pourra toucher plus d'organes, il pourra devenir, entrer dans plusieurs cellules de plusieurs systèmes, à part le système pulmonaire, et donc il va être à l'aise dans l'organisme. Il n'a pas été éliminé vu la faiblesse de la réponse immunitaire. Donc, elle dit, en plus de cette faiblesse, donc il y a ce temps de séjour, le séjour du virus dans le corps d'un diabétique, il est prolongé. Et là, vous voyez que ce schéma, il montre bien qu'il y a, pour le SARS-CoV-2, comme pour les autres agents pathogènes, il va se retrouver devant une réaction immunitaire faible, défaillante. Les polynucléaires neutrophiles ne sont pas au rendez-vous. Il y a une atteinte de la fonction des lymphocytes killers. L'activité macrophagique est faible, donc il va défendre l'organisme. D'accord? Donc, il y aura un problème de défense qui explique que le diabétique, oui, est susceptible. Alors, pour toute cette pathologie connue, physiopathologie qu'on connaît, on va rajouter un autre point très important, suivez-moi bien, qui explique pourquoi le Covid va être fréquent chez le diabétique. Eh bien, parce que chez le diabétique, il y a la surexpression de l'ACE. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Alors, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, on la connaît dans le système rénine-angiotensine. Certainement, vous connaissez tout ça. Elle intervient dans la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et la régulation de l'aldostérone. C'est le système régulateur de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas cette molécule. Elle lui ressemble. Cette enzyme de conversion est un peu la cousine, l'analogue de cette angiotensine, enzyme de conversion qu'on connaît. Elle est surexprimée chez le diabétique. Et pourquoi on en parle tout de suite? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Eh bien, c'est parce que c'est cette enzyme que vous voyez en vert. C'est elle qui reçoit le SARS-CoV-2 dans toutes les cellules humaines. C'est elle qui le fait rentrer. C'est elle qui le reçoit, c'est elle la porte d'entrée, c'est elle qui le reconnaît, qui reconnaît les protéines spike, au sein des cellules. Donc, elle se trouve dans les cellules du poumon, elle se trouve dans l'intestin, dans l'endothélium, partout, qui explique la présence du SARS-CoV-2 dans tous ces organes-là, où elle le permet, lui permet, et donc elle est permissive. Pourquoi elle est surexprimée, cette protéine, chez le diabétique? Je ne sais pas, je ne connais pas la raison, mais elle va franchement être en cause dans l'infestation du patient diabétique et l'atteinte multisystémique. Et les manifestations cliniques du diabétique, vous les avez vues, les diarrhées, l'atteinte vasculaire, les pics hypertensifs, à part la symptomatologie respiratoire classique que vous connaissez ou qu'on a l'habitude de voir. Elle est parce que cette protéine, elle est partout. Et puis, la protéine, elle a un rôle, c'est qu'elle élimine l'angiotensine 2, qui est un facteur hypertenseur et pro-inflammatoire. Alors, elle prévient, elle le clive, d'accord? Et le manque
donc la surexpression de cette enzyme va faire qu'il va y avoir une surprésence de l'angiotensin 2 et donc une action inflammatoire associée. Donc, comme vous voyez ici, elle est là, elle reçoit le SARS-CoV-2 et donc elle facilite l'entrée dans les cellules, que ce soit chez le diabétique de type 1 ou chez le diabétique de type 2. Et on comprend que la manifestation clinique et le tableau clinique va être bruyant chez le patient diabétique et systémique. Alors, je vous parle d'une protéase. Regardez, elle s'appelle la furine. Moi, j'en avais jamais parlé avant de faire cette présentation pour le Covid. Eh bien, cette protéase, elle facilite la réplication virale et la pénétration virale. Donc, elle est aussi élevée, et ça, ce sont des constats qui ont été faits sur la recherche, elle est surexprimée. Donc, cette protéase permet encore plus, après la présence massive de cette enzyme de conversion, elle permet de répliquer et de faire pénétrer plus le virus dans les cellules humaines. Donc, j'espère que cette première partie, on a pu voir pourquoi le virus Covid rentre plus dans les cellules et qu'il atteint beaucoup d'organes par rapport à la population non diabétique. Alors, les diabétiques de type 2, maintenant, ils sont beaucoup plus fréquents que les diabétiques de type 1. Donc, ça, vous le savez bien. Alors, tous ces diabétiques de type 2, ils ont un surpoids. Et on sait très bien que le tissu adipeux, c'est un organe endocrine, il participe à la défense immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des cellules T, des macrophages qui sont au sein de ce tissu adipeux, qui ont un rôle de défense immunitaire. Le problème, c'est que chez le diabétique obèse, il y a une altération, une défaillance de cette réponse. Le tissu adipeux de l'obèse est pathogène, il est malade. Les macrophages et les lymphocytes ne sont pas fonctionnels, qualitativement fonctionnels comme on voudrait. Et donc, ça, c'est un facteur surajouté. Chez le diabétique de type 2, il y a une altération qui est due à ce tissu adipeux périviscéral. C'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup de patients diabétiques obèses en surpoids hospitalisés. Les NA, ils cumulent les facteurs de défaillance immunitaire et ils cumulent les facteurs de gravité du Covid. Donc, en avance, c'est une cellule adipeuse d'un tissu adipeux malade, c'est-à-dire d'obèse. Le tissu adipeux de l'obèse n'a rien à voir avec le tissu adipeux d'un sujet sain qui n'a pas de surpoids ou d'obésité. Regardez cet adipocyte, il produit du cortisol. Donc, on a comme un syndrome de Cushing, un pseudo-hypercorticisme. On a des tonnes de cytokines inflammatoires qui vont causer la résistance. On aura la sécrétion de la résistine, on aura une lipolyse et une lipotoxicité avec une inondation de l'organisme par des acides gras libres. Donc, ces phénomènes inflammatoires, dit le tissu adipeux, c'est ça qui donne l'inflammation de bas grade chez le diabétique de type 2 en général, altère aussi la réponse immunitaire. Donc, c'est le comportement du tissu adipeux qui va altérer encore plus la réponse immunitaire antivirale et va donner une sévérité clinique. Alors, il y a quelque chose d'autre que j'ai retrouvé lorsque je faisais ma bibliographie et qu'on sait tous, les diabétiques sont déficitaires en vitamine D et même les obèses. Et cette vitamine D, eh ben, elle a un rôle important dans l'action macrophagique. Donc, sans qu'on rentre dans le détail en fait de ce schéma, je vais juste vous dire que si la vitamine D est manquante, on a plus d'infections. Et ça, c'est le cas des obèses et des diabétiques qui ont un déficit d'expression ici au niveau macrophagique, un déficit en vitamine D et d'expression de cette hydroxylation de la vitamine D au sein du macrophage, ce qui va, encore une fois, aggraver la sévérité de l'infection et surtout au niveau du poumon. D'accord. Ça aussi, c'est à la mode. Le microbiote, le fameux microbiote, oui, ben, l'obèse et le patient qui est en surpoids, il a flore, une faune bactérienne, une flore bactérienne qui est complètement
anormale qui est pathologique et elle est en cause de plusieurs déséquilibres, de la balance énergétique, de la régulation glycémique et du syndrome inflammatoire. Donc, cette altération du microbiote intestinal chez le patient diabétique en surpoids ou obèse, elle aussi contribue à la défaillance immunitaire. Et donc là, juste avec ce qu'on a vu, on a vu que le patient diabétique en surpoids ou obèse va avoir une réponse immunitaire faible, donc un accueil plus important du SARS-CoV-2 à cause de cette enzyme de conversion 2 qui reçoit le virus, cette furine qui va stimuler la réplication, le virus va rester plus longtemps dans l'organisme. De manière générale, la réponse immunitaire est faible, il y a un état inflammatoire chronique. Nous avons aussi le déficit en vitamine D qui fait que la réponse immunitaire est faible. Le microbiote est altéré, il y a une dysbiose et donc la réaction immunitaire aussi. Et voilà, avec tout ça, on comprend que le patient diabétique va facilement contracter le SARS-CoV-2. Alors, le patient obèse, quant à lui, il va avoir une dysfonction du système respiratoire. Les obèses, vous le savez, ils ont le syndrome d'apnée de sommeil. Quand ils sont tabagiques, ils ont une BPCO. Ils ont une altération du système respiratoire très connue. Et cette altération, si on rajoute une infection virale qui s'étend au niveau des deux champs pulmonaires, ce sont des patients qui auront plus besoin de réanimation respiratoire, de masques, d'oxygène à plus haut débit, etc., et qui vont être facilement intubés. Donc, sans parler des comorbidités et des facteurs de risque associés. Et donc, l'état du patient va être sévère en cas d'obésité chez le patient diabétique. Puis, ce sont des patients que les équipes de réanimation ont eu du mal à intuber, et puis il n'y avait pas les lits adaptés à chaque fois. Donc, toute une problématique qui a fait et qui a rendu les patients diabétiques susceptibles avec des formes graves, surtout dans les cas de diabète de type 2. Alors, pour cette première partie, on a vu comment le diabète va prédisposer à l'atteinte par le COVID-19. Et maintenant, on va voir une question importante. Est-ce que le COVID-19 va causer le diabète? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des cas de COVID, 2 semaines après, il y a eu du diabète. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Ce sont des malades non connus diabétiques auparavant. Alors, oui, c'est vrai aussi. Quand on a une infection par le SARS-CoV-2, nous avons ce qu'on appelait tous, on en a parlé, c'était partout, l'orage cytokinique. L'orage cytokinique est associé à un syndrome inflammatoire très important, à un stress métabolique. En plus, il y a une altération avec le COVID de l'axe corticotrope avec une flambée du cortisol, c'est-à-dire la surrénale s'emballe, catécholamine et cortisol. Et du coup, on a des cas d'insulinorésistance. Ça cause l'insulinorésistance. Et pour peu que le malade était un peu prédiabétique non connu ou bien diabétique non connu, le fait qu'il fasse cet orage cytokinique, ça va démasquer un diabète qui n'était pas connu, comme ce qui arrive un peu chez la femme enceinte qui fait un diabète gestationnel et qui est un peu prête à faire un diabète parce qu'elle est en surpoids, en obésité, qu'elle a des facteurs de risque. Les gens qui n'étaient pas connus diabétiques vont risquer de le devenir par la gravité du syndrome inflammatoire et l'insulinorésistance. S'il y a une insulinorésistance, une augmentation de la néoglucogénèse, de la glycogénolyse, et donc le glucose va être produit par le foie et le tissu musculo-squelettique et des anomalies lipidiques. Et donc, avec ça, nous allons avoir de l'hyperglycémie. Ça, c'est logique.
Maintenant, la question qu'on a compris aussi, c'est ça. C'est que ce fameux SARS-CoV-2 va taper directement dans la cellule pancréatique, altérer la cellule bêta qui sécrète l'insuline. Alors, c'est ça qu'on a compris aussi et qui fait qu'on a eu des nouveaux cas qui ressemblaient au DT1, qui ressemblaient à un tableau de DT1 après l'infection par le SARS-CoV-2. Nous allons voir comment. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours aussi bien et que vous me suivez. Parfait. Alors, le cas d'une jeune femme de 34 ans qui, 3 mois avant son hospitalisation, a été traitée pour COVID à domicile. Elle n'a pas justifié d'intervention. Elle fait juste après un amaigrissement de 8 kilos, qui est quand même important. Elle développe un syndrome polyuropolydipsique. On la trouve un peu en surpoids, mais elle était en obésité auparavant. Et on retrouve un diabète sans acétonurie, sans cétose, mais quand même une hémoglobine glyquée de près de 13%. On l'a insulinée au service. On a cherché les anticorps qu'on cherche en général lorsqu'on doute sur le type de diabète et qui sont la preuve d'un diabète de type 1 auto-immun. Les HOMA, les anti-GAD, je pense que le professeur Zinb Imen a dû parler de ça, et les anti-IA2. On ne les fait pas systématiquement quand le DT1 est classique. Mais quand on doute, on les fait, ils sont négatifs. La malade est un exemple. C'est comme un autre cas. Ce cas malheureux, c'est un jeune de 28 ans qui a fait un Covid grave et personne ne savait pourquoi. Il était resté longtemps en réanimation, 1 mois, corticothérapie, il a fait des thromboses périphériques, amputation des 2 membres inférieurs. C'était vraiment un cas dramatique, jamais connu diabétique, et vous voyez pas qu'il fait une acidocétose. Après tout ça, ils nous disent le fameux malade amputé, il est en cétose. Donc, on l'a vu avec une acétonurie et on l'a suivi après avec une hémoglobine glyquée de près de 9%. Pour lui aussi, les anticorps anti-GAD et IA2 étaient négatifs. Ça veut dire qu'on est en train de voir des cas fulgurants de diabète sur un mode diabète de type 1 qui apparaissent. Alors, ici, vous avez une revue indienne qui relate, comme je viens de vous dire, 3 cas de jeunes qui présentent un diabète de nouveau. Celui-là, quelques jours, 3 mois après le Covid, là, 10 jours après, et là, 7 jours après, soit sous forme d'acidocétose inaugurale ou pas, et dont les anticorps sont négatifs. C'est un peu atypique. C'est quoi ce diabète qui vient après le Covid? On voulait comprendre. Et puis, il y a aussi, ça c'est une étude espagnole. L'Espagne, elle a été, waouh, euh, concernée franchement par le Covid. Il y a eu plein d'études espagnoles. Ils ont suivi 1 an. Après 1 an de sortie de l'hôpital, les patients Covid, les maladies, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Les patients hospitalisés dans les centres hospitaliers du Maroc, on ne connaît pas leur devenir. Il n'y a pas eu de suite parce qu'ils vont faire des choses, ces patients-là. Alors, dans le cadre de cette étude, sur plus de 700 patients, eh ben, il y a eu 1% de cas de nouveaux diabètes qui sont apparus, avec aussi des cas d'intensification des traitements de diabète. Et finalement, les études ont montré que cette fameuse enzyme, qui reçoit le SARS-CoV-2, elle est implantée dans la membrane de la cellule bêta. Elle est dans le tissu pancréatique, mais chez exocrine, dans la cellule bêta productrice de l'insuline. C'est-à-dire, elle dit bienvenue au SARS-CoV-2 au sein de la cellule bêta. Et là, ça lui permet de rentrer à l'intérieur de la cellule. Ce schéma le montre bien. Regardez, cette enzyme de conversion est présente dans la cellule bêta. Elle reçoit
elle permet la pénétration à l'aise du SARS-CoV-2 dans la cellule bêta. Ben, qu'est-ce qu'il va faire le virus? Eh ben, c'est ce qu'il fait dans le poumon. Une inflammation, une destruction, ben, une apoptose, une mort de la cellule bêta, et ça va donner une insulinopénie. Alors, le phénomène, je ne vais pas dire qu'il est inconnu. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on était dans les bancs à la fac, en tant qu'étudiant de médecine, on nous disait le virus, je vais le mettre sur une plaque suivante, le virus de la varicelle. Quand les enfants font des virus de la varicelle, l'infection par la varicelle, ils ont un surrisque de faire le DT1. Et ça, on l'a confirmé avec plein de virus. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le fait que ces infections virales, ces virus peuvent pénétrer dans l'îlot pancréatique et déclencher la réaction immunitaire en présence d'un contexte prédisposant au DT1? C'est-à-dire qu'il y a une prédisposition quand même génétique, il y a une réaction, et là, c'est une rencontre malheureuse, si vous voulez. Est-ce que le virus SARS-CoV-2, comme le varicelle zona, fait ce dégât sur la cellule bêta? Eh bien, il y a une preuve histologique. Donc ici, c'est des études autopsiques. Ça, c'est le pancréas, parce qu'il voulait savoir où le SARS-CoV-2 rentrait. Il rentre où? Il a été retrouvé dans la cellule bêta avec cette enzyme qui n'était pas présente partout, chez tous les malades. Ça veut dire qu'il y a un autre élément qui fait rentrer le SARS-CoV-2 dans la cellule bêta que personne ne connaît. Il y a autre chose qu'on ne connaît pas, puisque cette protéine était enzyme non exprimée ici sur ces pancréas de malades morts du Covid. Et pour répondre en fait à sa deuxième question, qu'est-ce que le Covid-19 fait sur le pancréas? Eh bien, il va léser la cellule bêta et donc causer sa mort. Et est-ce que ça peut donner un diabète de type 1? Style type 1, oui, si la mort cellulaire concerne 80% des cellules. C'est comme le DT1. Et aussi, l'orage cytokinique va entraîner une résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'on va aggraver les cas de diabète, qu'on va avoir besoin de plus de traitements, passer à l'insuline et optimiser les traitements des patients diabétiques. Donc avec ça, et j'essaye de faire vite, j'ai fini la deuxième partie. On a vu comment le Covid rentre aussi facilement chez le patient diabétique et donne des états et des tableaux graves et multiviscéraux et systémiques. Et on a vu comment le Covid atteint le pancréas du patient non connu diabétique et peut causer des cas de diabète de nouveau, c'est-à-dire des nouveaux cas de diabète. On fait quoi avec tout ça? Alors, le CHU Mohamed Sadis a beaucoup pris sur lui. Allah يجعل كل شيء في الميزان المقبول. Et on n'a pas été épargné. Il y a certains CHU qui ont fonctionné par le réanimation, mais pas par les services cliniques. Malheureusement, nous n'avons pas d'hôpitaux de suppléance aussi développés que les autres villes du Maroc, et le CHU a pris sur lui. Notre service a très vite été contacté par Oustad El Adib et Younous. Par les premiers cas Covid hospitalisés, on nous a dit, oh là là, tous les Covid de Réa, la moitié d'eux sont diabétiques et la majorité font des acidocétoses. Ils font beaucoup d'hypoglycémie, on n'arrive pas à les gérer. Et les réanimateurs se perdaient plus dans leur diabète que dans l'infection Covid, franchement. Et donc, ils nous ont dit, comme équipe universitaire, mettez-nous un protocole. On a besoin, on ne va pas vous appeler chaque minute. On a un patient diabétique 5 grammes, le malade a fait 0,3 grammes, il a fait une hypo, il a fait l'hyper, et on n'a pas assez de seringues autopousseuses. Donnez-nous un schéma où on peut nous-mêmes gérer. Donc, nous avons travaillé pour sur un schéma de prise en charge de l'infection Covid, et c'est le fruit de ce travail qui, alhamdoulilah, a été
euh, très tôt fait, au mois de mars 2020, et c'est ce travail qui a été retenu par tout le Maroc et même au-delà du Maroc, diffusé dans l'Afrique subsaharienne, chez nos collègues de Maghreb, etc. Et bien sûr, il n'y a rien d'innovant, c'est juste une réflexion et une standardisation de la prise en charge du diabétique. Qu'est-ce qu'on a voulu cibler? On voyait bien que le malade fluctuait, hyper, hypo, et ben qu'il y avait un problème avec la chloroquine. Comme vous le savez, les protocoles au Maroc comportaient l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Et ça faisait très mauvais ménage avec les antidiabétiques oraux. Donc, il y avait un risque hypoglycémie qui est connu. Et voilà, donc avec ça, on a fait des recommandations générales. Les malades diabétiques, on ne sait jamais comment ils évoluent. Ils sont bien le jour J1 et puis J8, ils vont faire une détresse respiratoire et une hypoxie, vous l'avez vécu, au 9e, 10e jour. Et que, on a trouvé que l'insulinothérapie était un traitement de choix et de sécurité chez ces malades, et surtout qu'on nous disait qu'il n'y avait pas assez de seringues autopousseuses. Donc, quel était le principe de ce protocole? C'est de mettre le malade diabétique entre 1,4 et 1,8. Bien sûr qu'on s'est référé aux recommandations des autres équipes, celles qui nous avaient précédées, celles qui avaient eu aussi à travailler sur ça. Il y avait deux situations pratico-pratiques. Soit le diabète était connu auparavant, soit c'était un nouveau cas de diabète. Pour le diabète connu, traité par les antidiabétiques oraux, je parle des malades hospitalisés, on a préconisé le switch à l'insulinothérapie. Alors, en mettant 0,2 à 0,3 unités kilojour de basal, en arrêtant la metformine immédiatement. Alors, sans faire de publicité, on a ciblé toutes les insulines basales à l'époque qu'il y avait, à ce moment-là, soit la Lantus, soit la Lévémir. Et pour ceux qui ne pouvaient pas, juste la NPH en 2 fois, qui était administrée par voie sous-cutanée par les équipes le soir. Et bien sûr, il y avait la titration classique. Par rapport aux insulines rapides, on privilégiait aussi les analogues rapides des différents laboratoires et à défaut, bien sûr, l'insuline rapide humaine à défaut, avec un schéma basal plus ou basal bolus en fonction du besoin et peut-être selon une surveillance glycémique si le malade ne pouvait pas s'alimenter. Alors, autre chose, les diabètes méconnus, quand ils arrivaient, qu'on découvrait leur diabète, on mettait à l'insuline lorsque ça dépassait 1,8 g. Il fallait qu'on garde un niveau glycémique bien. Il fallait que les patients soient équilibrés, c'était un facteur pronostic très important. Et bien sûr, il fallait checker les cétoses. Les malades, des fois, ils faisaient des acidocétoses et personne ne le savait. Et ce n'était pas le Covid qui les tuait ailleurs, c'était l'acidocétose diabétique et le coma hyperosmolaire. Un de protocole qui a été adapté par la Société marocaine de médecine d'urgence et par l'ASMédian, donc ça reprend exactement le travail qu'on avait fait. Avec ça, nous avons pu partager cette réflexion, diffuser cette protocolisation. Et c'était plus un protocole de patients hospitalisés. Pour les malades à domicile, on pouvait, qui étaient beaucoup moins graves, on pouvait conserver les traitements oraux, mais en faisant très attention à évaluer la saturation de ces malades. Et on craignait l'acidose lactique avec la metformine. Donc, le travail a été fait ici initialement à l'hôpital Razi. Les services ont été divisés, zone propre, zone Covid, c'est des petites photos qui nous rappellent tout ce qu'on a vécu, la période, avant de finir par le chapiteau dans lequel il y avait une équipe qui traitait les patients diabétiques, qui ne prenaient pas en charge le Covid, mais qui voyait tous les patients diabétiques, les résidents du service.
Donc, il y a la partie thérapeutique, on a beaucoup mis l'accent sur l'insulinothérapie comme méthode safe, sécuritaire pour gérer les patients hospitalisés avec le Covid. Et donc, pour finir avec vous et pour conclure, on a retenu deux choses importantes. D'abord, l'infection Covid donne un état d'insulinorésistance à cause de l'orage cytokinique et inflammatoire qui va dégrader et déséquilibrer le diabète. L'infection COVID-19 peut taper directement, altérer la cellule bêta et causer un damage cellulaire, une lésion cellulaire qui peut soit causer un nouveau cas de diabète ou bien faire apparaître carrément un diabète qui se prépare, qui n'était pas connu auparavant. Deuxième message aussi, c'est qu'il fallait, et il faut toujours, on a encore des malades diabétiques Covid, prendre en charge d'une manière adaptée leur diabète en privilégiant l'insulinothérapie et que le facteur équilibre glycémique est essentiel pour leur pronostic et la survie de ces patients. Et puis, surtout, ce qui est important, ouais, de suivre les malades qui ont fait le Covid, après le diabète après le Covid. Est-ce que ce sont des types 1? Est-ce que c'est un autre type? Et c'est ça qui va être le challenge à faire pour tous les gens qui suivent les diabétiques. Faites attention au suivi. Est-ce que ce diabète va régresser? Est-ce qu'il va rester? Parce qu'on ne sait pas quel type de diabète c'est. Voilà, donc avec ça, je termine et j'espère que vous m'avez bien suivi. Malheureusement, là, moi, je vois personne. Euh, mais On vous a très bien suivi. Est-ce que vous parfait. avez... C'était très intéressant. Et bon, est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une question, professeur Ansari. Est-ce que on doit donner de la vitamine D à tout patient diabétique de façon systématique? Dans quel contexte? Vous avez dit que Covid? vous On avez... parlait Non, du non, Covid? non, hors Covid. Ah, comme Le ça, patient diabétique, systématiquement? vous dites que le patient diabétique est immunodéprimé Oui. et que la vitamine D améliore. Moi, je vais dire autre chose. Je vais doser la vitamine D chez tous mes patients pour voir. Parce que même ce que vous voulez proposer comme protocole de vitamine D va dépendre. Est-ce que c'est un déficit ou une carence? Donc, vous ne saurez pas. Est-ce qu'il faut donner un protocole de déficit ou un protocole de carence? Ça dépendra du niveau. Ce qui est certain, c'est que la probabilité de déficit en vitamine D il va être très important chez la population de diabétiques et d'obèses. Il ne faut pas oublier ce paramètre. Maintenant, si on a un rhumatologue avec nous, il va dire que les niveaux de vitamine D connus sont pas liés à la population marocaine et c'est vrai. Nous n'avons pas de valeur du Maroc. On se fie aux valeurs étrangères. Donc, est-ce qu'un déficit en Europe est appelé déficit au Maroc ou est-ce qu'il est normal au Maroc? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Maintenant, les études populationnelles marocaines, maintenant, les normes des les Marocains. Est-ce que vraiment 30, c'est bien chez nous ou bien 25 chez nous est suffisant? Ça, on ne sait pas. Hein. On ne connaît pas nos vraies normes. Mais on continue à se référer à la taille, la croissance, on se réfère aux normes internationales caucasienne. Moi, je dirais oui, doser la vitamine D sans retenue chez les patients pour voir si on les supplémente ou pas. Une autre question, si vous permettez. Comment améliorer les défenses immunitaires chez un patient diabétique? En équilibrant son diabète. C'est-à-dire que le garant de, 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 de tout chez le diabétique ou à l'équilibre glycémique. Parce que ce n'est pas le diabète, c'est l'hyperglycémie dans le cadre du diabète chronique. C'est elle qui altère l'immunité. Mais si le diabète est équilibré, c'est bien, c'est bon.
Et c'est l'hyperglycémie qui donne la microangiopathie. C'est elle qui lèse le microvaisseau et le macrovaisseau. C'est elle. Donc, si on équilibre le patient, on va prévenir les complications. كلهم. La neuropathie dont Prostad Rafi a parlé, elle est liée à quoi? À l'hyperglycémie. L'hyperglycémie attaque le nerf périphérique. Elle explose. Donc, comment faire? Où est l'équilibre glycémique? Sur quelle base? Eh bien, l'hémoglobine glyquée trimestrielle ou tous les 4 mois, c'est un paramètre standardisé. Mais d'abord, je ne vous cache pas je ne sais pas si vous l'avez fait votre journée, on s'éloigne vers un monitoring glycémique continu pour voir la variabilité, ce qu'on appelle le time in range. Et certainement, vous savez ça. On a quelqu'un qui est équilibré, deux patients équilibrés X et Y qui ont la même HbA1c, celui qui monte et descend, qui fait hypo-hyper avec la même HbA1c, et ben, celui qui a des fluctuations aura un surrisque de complications infectieuses, métaboliques et tout ce que vous voulez. Merci, professeur Ansari. Une dernière question. Un patient qui est obèse et un autre qui est diabétique. Lequel est très difficile à gérer? Le plus difficile, donc par rapport au Covid Oui, par rapport au Covid. Oui, il est Covid. Je ne sais pas comment dire, mais ça dépend des comorbidités. D'accord. Ça dépend. Est-ce que le diabétique est lui-même obèse? Est-ce que ce malade est hypertendu avec une atteinte de la fonction rénale et une hypertension ou pas? Est-ce qu'il est parfaitement bien équilibré? Les diabétiques qui étaient bien équilibrés, ils sont restés chez eux. Ils ont été traités à domicile. Ils ont été traités à la maison. Tout s'est bien passé pour eux. Après, tout dépend de ce malade diabétique. Comment est son état? Et puis l'obèse aussi. Par contre, la surmortalité quand on les obèses, les diabétiques. Je vous ai dit qu'ils ont des problèmes d'intubation, ils ont été mis sur le ventre, ils ont fait le syndrome, le SDRA. Les obèses dès que l'équipe de réa voyait venir un obèse, elle savait qu'il y avait un syndrome. L'obèse a un syndrome inflammatoire sous-jacent énorme, de par son tissu adipeux, viscéral. Mais je ne peux pas dire l'un est plus grave que l'autre, ça c'est au cas par cas la vérité. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, professeur Ansari. On s'excuse pour le retard et on espère vous avoir prochainement dans un de nos événements en Inch'Allah. présentiel. Inch'Allah. D'accord. Et à Inch'Allah. très bientôt. Merci, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et bon courage. Oui, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Marhaba bikoum. Merci. À très bientôt, professeur Ansari. Merci pour votre écoute. Merci.